Emmanuel Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là pour votre première participation à ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse et Dailymotion, Catel Prigent de l'AFP et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat. Nous rejoindrons tour à tour pour aborder bien sûr les questions d'environnement sur lesquelles les Verts d'ailleurs ne font pas assez entendre leur voix selon certains, même selon certains de vos amis. Et pourtant, entre le traumatisme de Fukushima, il y a tout juste 3 ans et la pollution aux particules fines dans nos villes, il y a beaucoup à dire et à faire évidemment. Et puis vous êtes là également pour parler de vous aussi. Votre engagement militant jusqu'à aujourd'hui a suivi plusieurs détours. Nous en parlerons tout à l'heure. D'abord, le climat politique qui se tend sur fond d'affaires et d'écoutes judiciaires de l'ancien chef de l'État à soupçon ennemi, puisque la droite ne croit pas au hasard. Est-ce que tout est bon pour empêcher le retour de Nicolas Sarkozy en 2017? Écoutez, moi je crois que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est on apprend aujourd'hui qu'il y a des écoutes téléphoniques dans le cadre d'une enquête qui touche l'ancien chef d'État, qui touche un avocat. Et la question est de savoir pourquoi elles ont lieu, est-ce qu'elles respectent le droit? Mais pour savoir ça, il faudrait connaître le dossier. On ne connaît pas le dossier, c'est vrai. Parce qu'il faut bien le redire, les écoutes, y compris sur un avocat, sont possibles dans un cadre très limité et avec des réquisitions très strictes qui sont encadrées par le Code civil. Et c'est normal, parce que c'est normal qu'on ne puisse pas écouter comme ça, n'importe comment, quelqu'un qui a l'action du secret professionnel. Bien sûr. Et les avocats s'insurgent. Je vous ferai réagir sur leur mobilisation. C'est extrêmement malin de leur part, parce que de fait, on ne parle pas du vrai dossier. La question que moi je me pose, et je n'ai pas la réponse, mais personne ne l'a, c'est pourquoi il y a enquête? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enquête? Qu'est-ce qui a justifié qu'on fasse des écoutes? Vous voulez dire quelle suspicion porte sur Nicolas Sarkozy, voire son avocat? J'imagine que si, à un moment, un juge a estimé qu'il avait besoin de poursuivre ces écoutes téléphoniques, et depuis 1 an, c'est pour des raisons suffisamment solides pour le faire. Nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit, et il me semble que nous avons des magistrats qui agissent en connaissance de cause. Après que des avocats soulèvent la question de savoir si leur profession et le secret professionnel est respecté, ils ont raison de le faire, mais la réalité, il faut être très honnête, il n'y a que les magistrats qui sont en charge de cette affaire qui ont la réponse. Et je ne crois pas, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils vont prendre la parole actuellement sur le sujet. D'accord, bien évidemment. Et vous avez raison, effectivement, Emmanuel Cos, de rappeler qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier des juges d'instruction, mais vous dites quand même qu'il peut y avoir une suspicion légitime de la part des juges qui enquêtent. Est-ce que vous êtes étonné, par exemple, que Nicolas Sarkozy et son avocat aient acheté des téléphones pour se parler discrètement? Écoutez, ça c'est leur pratique, moi je ne vais pas aller juger, simplement on apprend ça aujourd'hui. Mais moi je ne vais pas rentrer dans le commentaire de ces questions-là. Aujourd'hui il arrive ça, comme en 2008 on a appris qu'on avait écouté un journaliste du Monde dans le cadre d'affaires. Et on a vu ensuite comment avaient été diligentées ces écoutes et de manière totalement abusive. Puisqu'il y a un procès sur l'histoire des fadettes du Monde. Donc si je dis ça, c'est qu'il ne s'agit pas de commenter là l'histoire ou pas. Il y a une enquête, il y a des magistrats qui travaillent, il y a un code pénal et un code civil dans notre République, et la question est de savoir s'il est respecté ou pas, et si l'état de droit est respecté. À vous écouter, en tous les cas, les juges d'instruction ont agi à bon escient. Et... Je dis en tout cas que rien ne nous permet aujourd'hui de dire qu'il ne l'aurait pas fait, et moi, jusqu'à preuve du contraire, je fais quand même confiance aux magistrats dans ce pays. Mais après, je comprends le malaise que ça peut susciter. Avec les avocats. Et en général, en général. Oui, comment est-ce que vous qualifiez ce climat général, ce retour des affaires au premier plan? Ce climat, en tout cas, n'est pas bon, mais en même temps, il n'arrive pas là juste par hasard. Et moi, l'histoire Vous voulez dire, attention, là, par hasard, parce qu'on a entendu des proches de Nicolas Sarkozy, par exemple, Brice Hortefeux, dire ceci. Il laisse fortement entendre que tout ça n'est pas dû au hasard, et il laisse entendre que le pouvoir, en fait, utilise la justice contre Nicolas Sarkozy. Il faut un peu arrêter ces histoires-là. Moi, je pense qu'à un moment, il y a des enquêtes qui sont diligentées, c'est parce qu'il y a le soupçon de pratiques frauduleuses. Et l'histoire qu'on a 15 jours des municipales, est-ce que vous croyez vraiment que les Français actuellement, c'est le sujet dont ils parlent dans les municipales? Moi, je les vois, je distribue des tracts comme beaucoup de personnalités politiques en ce moment. Ils nous parlent de questions d'emploi, de logement et de savoir s'ils vont se nourrir leurs enfants à la fin du mois. Mais ce que je dis derrière, c'est que quand arrive l'affaire Sarkozy, quand vous êtes en pleine enquête sur l'histoire de Corbeil-Essonnes et avec Serge Dassault et d'autres sujets, c'est que quand même il y a aujourd'hui des soupçons d'affaires. Et donc je trouve normal que la justice se fasse, qu'elle se fasse dans un climat serein, qu'on ne soit pas sur des... On peut généraliser comme ça sur les soupçons d'affaires de... Je dis simplement que nous sommes dans un... Monsieur Dassault à Monsieur Sarkozy. Non, ce que je dis, c'est que c'est les faits qui sont comme ça. Aujourd'hui, vous avez des enquêtes, des gardes à vue et des choses qui arrivent. Les perquisitions de Patrick Buisson arrivent aujourd'hui parce qu'il y a une enquête
ce qui est lié à ces sondages qui est là depuis il y a pas mal de temps. Donc il y a un certain nombre de sujets qui arrivent aujourd'hui comme ça. Moi, je ne vais pas regretter que des magistrats fassent leur travail, y compris pour innocenter des gens s'il le faut. Donc vous dites comme Brice-Hortefeux, mais pas pour la même raison, ça n'est pas dû au hasard. Je parle rarement comme Brice-Hortefeux, même jamais. Et simplement, ce que je dis, c'est que quand il y a des enquêtes, au contraire, on devrait estimer qu'il faut que ces enquêtes aient lieu pour, y compris, faire la part du vrai et du faux. Selon vous, le pouvoir, l'Élysée, la chancellerie, pouvait-il ignorer la mise sur écoute de l'ancien président? La réalité, c'est que d'un point de vue légal, oui, ils peuvent totalement l'ignorer. Non, mais dans la réalité, puisque le canard enchaîné à paraître ce mercredi explique qu'en fait, à la fois Christiane Taubira, mais également Manuel Valls avait été prévenu fin février de cette mise sur écoute judiciaire de l'ancien chef de l'État. Ni officier de police judiciaire, ni magistrat, ni avocate. Donc objectivement, j'ai aucun moyen de le savoir. Je pense que des choses peuvent être dites, mais la réalité, c'est qu'on ne le sait pas. En tout cas, la loi, le code civil et le code pénal n'imposent pas que le garde des Sceaux soit au courant dans ce type d'enquête. Et c'est tout à fait normal que ce soit... En même temps, la garde des Sceaux a demandé au procureur fin janvier de lui faire remonter toutes les affaires sensibles. Elle a demandé notamment... Donc là, c'est une première application, en quelque sorte, car il n'y a pas d'affaires plus sensibles que celle-ci. Dans une circulaire, elle a demandé de faire remonter l'ensemble des affaires médiatiques, notamment, je pense, pour ne pas arriver. Mais est-ce que cela a été fait? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous interprétez la phrase récente de François Hollande, qui était rapportée par le journal du dimanche, c'était tout à fait récemment devant des députés socialistes. Il a dit « Nicolas Sarkozy, je le surveille, je sais exactement ce qu'il fait ». Écoutez, je ne sais pas, parce que je ne suis pas non plus députée socialiste, donc je ne commande pas les discussions de François Hollande. Je ne suis pas. Non, mais sincèrement. Est-ce que vous redoutez ce climat un peu du tous pourri qui sera forcément préjudiciable à tous les partis de gouvernement et profitable à l'extrême droite? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une défiance de la politique et du personnel politique, et ça, on en parle. Mais ce n'est pas que lié à des histoires d'affaires. C'est aussi, pourquoi est-ce que c'est la même personne qui se présente depuis 40 ans dans sa commune? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de renouvellement? Pourquoi est-ce qu'on a une Assemblée nationale si peu paritaire et si peu représentative des diversités de notre société? C'est ces sujets-là qu'on nous pose aujourd'hui. Et après, vous avez raison qu'il peut y avoir des soupçons qui sont liés à des pratiques, à des affaires ou à un manque de transparence. Et de ce côté-là, l'affaire Cahuzac a porté un coup fatal. Je le dis franchement, quand vous avez un ministre qui dit, je crois que c'était quoi, droit dans les yeux, je jure que, et en fait, après doit admettre qu'il avait un compte en Suisse, c'est quelque chose qui nuit à la démocratie. Vous-même, vous ressentez une forme de nausée? Non, mais moi... Parfois? Non, mais la question c'est... Vous comprenez que les auditeurs, la question c'est comment, les des partis politiques mettent fin à ce type de pratiques, mettent plus de transparence dans leurs pratiques, mais aussi qu'on combatte cette idée de tous pourris. Parce qu'il faut aussi arrêter avec ça. S'engager en politique, s'engager dans des mandats, ça demande un investissement majeur, un choix et souvent au détriment d'une vie professionnelle et un engagement pour les gens. Quand vous êtes maire d'une petite commune, ce n'est pas pour votre aura personnelle, c'est parce que vous voulez vous mettre au service d'une communauté. Et je le dis parce qu'il faut aussi arrêter de constamment, y compris dans les médias, penser que le personnel politique, c'est des gens qui font carrière ou qui font ça pour les ors de la République. La réalité, c'est que très souvent, on fait ça plutôt par conviction et qu'on met justement entre parenthèses et notre carrière professionnelle et l'ensemble de notre vie. Et je crois aussi qu'il faut saluer ces engagements-là. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on souffre, et on l'a vu pour les municipales, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas s'engager en politique, qui n'osent pas s'engager pour des responsabilités, parce qu'ils ont peur de la confrontation, ils ont peur des difficultés administratives, et c'est ça qui peut nuire à la politique. Un mot sur les avocats. Donc, ils se mobilisent. Vous avez vu de toutes tendances, de droite comme 500, de gauche, 500 pour l'instant. 56 000. Donc, alors bon, c'est... Voilà, il faut aussi il y a les ténors, et les ténors en tous les cas. Ouvrent la voie. Les avocats, j'ai été juriste, j'ai beaucoup d'amis avocats, donc pour moi les avocats, c'est pas juste les ténors, c'est un ensemble des avocats, y compris les gratte-papier qui travaillent tard dans l'ombre. Alors, parlons de ceux qui se mobilisent pour l'instant. Ils le font contre la mise en danger, estiment-ils, de leur profession. Alors, ils ne réclament pas l'immunité, bien sûr, mais ils dénoncent donc un danger, même pour la démocratie, dans cette atteinte à leur secret professionnel. Est-ce qu'il faut, par exemple, un nouveau texte de loi pour mieux encadrer les écoutes qui les concernent? Écoutez, l'histoire des écoutes téléphoniques, ça a toujours été un sujet important en matière de respect des droits et des libertés. C'est un des combats des écologistes. Oui, mais même ça a commencé dès 1992 avec un arrêt de la Cour de cassation fameux et des pratiques anciennes qui avaient été très loin là-dessus. Après, aujourd'hui, je pense qu'on a fait la part des choses et que c'est mieux encadré. Néanmoins, je pense que remettre constamment en débat ce sujet-là et s'assurer
Que l'exercice du métier d'avocat et le secret professionnel sont sauvegardés me semble nécessaire. Mais je vous le dis, le problème, c'est qu'on ne peut pas se mobiliser juste à l'aune de ce cas dont on ne connaît pas le contenu. Regardons plutôt comment la loi s'exerce aujourd'hui. Ayons des discussions collectives entre avocats, je pense, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice pour discuter de ça. Et voir aussi si nous respectons surtout l'ensemble des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête sur ces écoutes, comme le demande par exemple François Fillon? Moi, je pense surtout qu'il faudrait plutôt des commissions d'enquête sur certaines pratiques dont on parle, surfacturation, micro-partis et tous ces sujets-là, les sujets de la transparence de la vie politique. Ah bon, chacun se renvoie ses propres propositions de commission d'enquête. Vous savez, on a eu un débat à l'Assemblée au Sénat sur la question de la vie politique, et notamment la question des micro-partis. Moi, je me souviens que Jean-François Copé était contre la suppression des micro-partis, ainsi qu'une grande partie de l'UMP. En même temps, aujourd'hui, qui en profite, c'est Jean-François Copé. Donc vous demandez une commission d'enquête sur les surfacturations? Moi, je pense que s'il faut faire des commissions d'enquête, travaillons plutôt sur la question de l'exercice de la vie politique, de la transparence, et aussi, parce qu'il faut aussi le dire, que s'il y avait dans notre pays un vrai statut d'élu, un véritable statut d'élu, avec véritable indemnité correcte, des régimes indemnitaires corrects et beaucoup mieux arrêtés, je pense qu'on serait moins dans ces systèmes-là. Est-ce qu'il faut convoquer le Parlement en session extraordinaire, comme le réclament d'autres à l'UMP? Sur le sujet, l'UMP qui se mobilise, hein. Certains écoutez, même disent c'est un climat à la Stasi en France aujourd'hui. Je crois qu'il faut que chacun garde raison et reste un peu calme sur le sujet. Alors, vous ne voulez pas lier l'émergence de ce climat à la pré-présidentielle, oui, parce que 2017 est dans toutes les têtes, Déjà, pas oui, seulement à droite, déjà. à gauche aussi. On a entendu dimanche Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, suggérer aux Verts de ne pas présenter de candidat à côté de François Hollande et contre François Hollande. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que vous devez faire l'impasse en Déjà, 2017? je vais vous dire, c'est les écologistes qui choisiront ce qu'ils feront sur la présidentielle et ce n'est pas les socialistes qui vont nous D'accord, dire alors quoi vous faire. êtes la patronne des Verts. Votre avis là-dessus? Ensuite, Claude Barthelone, c'est son idée, développée depuis plusieurs mois, même je pense depuis Peut-être 2012. celle de François Hollande aussi. Peut-être aussi, certainement, mais ce débat-là se posera à l'aune de 2015-2016. Nous verrons bien. Jusque-là, nous avons toujours présenté un candidat ou une candidate à l'élection C'est trop présidentielle. tôt pour répondre, là? Un, c'est trop tôt. Et deuxièmement, pour dire les choses très franchement, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait de l'écologie à la présidentielle. Même si ce n'est pas une élection dans laquelle nous croyons. Parce De que l'écologie avec un candidat forcément? De l'écologie. Et donc, la question. question, nous verrons bien. Moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux avoir des candidats pour défendre ses positions. Mais je ne vous dis pas que ça sera la position du parti. C'est votre position, elle compte, elle est importante. Oui, mais vous dites qu'il faut qu'il y ait un candidat. La question, c'est, ou peut-être, la question, c'est qu'est-ce que le parti voudra faire à l'aune de ses capacités et de comment il sentira la situation. Parce qu'il y a quand même une difficulté dans l'élection présidentielle, c'est que vous êtes finalement dans une élection où, en fait, très tribunicienne, où il n'existe que 2 ou 3 ténors, et la question, c'est comment vous portez un projet, comment vous allez. C'est vrai que ça n'a pas très bien marché la dernière fois. Mais y compris dans d'autres élections, avec Dominique Voynet avant, avec Noël Mamère, c'est toujours des combats très difficiles pour nous, avec une difficulté après à s'en mettre. Le pour, le contre, vous êtes plutôt pour, vous nous l'avez dit. Hein, voilà, après il nous faut pour encore un candidat ou une candidate. Les rumeurs de remaniement s'intensifient, et Jean-Marc Ayrault d'ailleurs semble pencher pour un gouvernement resserré. Où est-ce que vous voyez Cécile Duflot dans un nouveau gouvernement, après le logement? Moi, n'importe où. Ah, mais plus haut? Ah bah bien sûr, toujours plus haut. Je sais pas, à Bercy? Bercy, Premier ministre, tout. Non, Premier ministre. Non, mais la réalité... Attendez. Vous pensez que je souris, mais la réalité, c'est que je ne sais pas ce que veut faire François Hollande avec son prochain gouvernement. Nous entendons, comme vous, des rumeurs de remaniement. Elles sont dans tous les sens, en termes de nom de personnes, en termes de volonté, en termes d'affichage. La question, c'est que si François Hollande veut continuer avec les écologistes, qu'ils nous disent sur quel projet et qu'ils nous disent quelle est sa vision. On va en parler des projets. Si vous voulez, c'est pas une question de personne. Et de toute façon, c'est pas de moi. représentation au sein C'est pas moi, chef de parti, qui vais dire à François Hollande, tu prends un tel ou un tel comme ministre, parce que les choses ne se posent pas comme ça. Cécile Duflot à Matignon, ce serait donc le départ de Jean-Marc Ayrault. C'est dans vos rêves. C'était une boutade, mais je pense que les écologistes peuvent être absolument en capacité de tenir des grands ministères, y compris sur des sujets majeurs, notamment les questions économiques. Si vous en êtes à envisager quand même le remplacement de Jean-Marc Ayrault à Matignon, est-ce que vous estimez qu'il est définitivement pénalisé par sa défense de l'aéroport Notre-Dame? Non, mais c'est pas le sujet. Déjà, moi, Jean-Marc Ayrault, je travaille extrêmement bien avec lui et je pense que c'est un Premier ministre qui, par ailleurs, est très engagé sur nos sujets et dans le dialogue avec les écologistes. Donc, objectivement, je n'ai aucun problème avec lui. Et même, parfois, je regrette que les socialistes ne soutiennent pas plus. Et après, la question, on a un conflit entre nous, qui est la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais qui n'est pas une question gouvernementale. Et j'en ai jamais fait l'alpha et l'oméga de mes discussions avec Jean-Marc Ayrault. Pour moi, c'est pas un sujet. Et y compris, je vais vous dire, la personnalité du Premier ministre, qui ce sera, ce n'est pas mon sujet. La question, c'est que veut faire François Hollande et son Premier ministre ou sa Première ministre?
qu'est-ce qu'il veut faire pour la France, qu'est-ce qu'il propose pour les 3 années qui viennent. En matière environnementale et en général, comment est-ce qu'il compte mettre en œuvre sa victoire de 2012. Emmanuel Causse, justement, on va maintenant aborder d'autres aspects politiques et ces questions d'environnement avec Catel Prigent de l'agence France-Presse. D'abord, cette interrogation qui parcourt aussi certains de vos amis, je vous le disais tout à l'heure, les Verts au gouvernement font-ils vraiment avancer la cause écologique? Mounir Soussi. Les Verts auraient-ils perdu de leur couleur dans la machine du pouvoir? Plusieurs élus et militants le pensent. Daniel Cohn-Bendit avait déjà pris du champ fin 2012 et ces derniers mois, 2 députés ont claqué la porte du parti, excédés par le renoncement du gouvernement. Noël Mamère et Isabelle Attard ont rendu leur carte. Nous sommes dans une situation telle que partir ou rester, ça équivaut à peu près à la même chose. Nous sommes dans une impasse parce que nous avons avalé tellement de couleuvres qu'aujourd'hui, nous sommes complètement déconsidérés. Je parle de maltraitance, des problèmes de la question de l'écologie et de l'environnement par le gouvernement actuel, oui. C'est sûr, c'est une évidence. Entre le recul sur l'écotaxe, l'abandon d'une taxation du diesel et la prolongation de la durée de vie de la centrale de Fessenheim, les déceptions sont nombreuses. Pourtant, les Verts n'ont pas rompu avec le gouvernement, se concentrant sur d'autres sujets pour peser dans la majorité. Les écologistes verts, au départ, sont devenus plus rouges que verts. Et donc ont un peu ont nettement abandonné le combat écologique, comme s'ils n'y croyaient plus, ou comme s'ils se sentaient impuissants. Et donc, ils sont allés sur des sujets sociaux. Un virage mal compris par la base et les militants de la cause écologique. Alain Bougrain-Dubourg défendait la nature avant la création des Verts. Il se dit déçu par l'orientation actuelle et averti. Ce glissement est avant tout dangereux pour le parti lui-même. Le discours politique que l'on entend est en décalage total, me semble-t-il, avec les racines environnementales. Je trouve ça dommage, parce qu'ils se coupent de leurs racines et donc ils perdent des soutiens potentiels. Je le vois dans la vie associative environnementale qui n'est plus en phase avec les Verts. Un décalage qui pourrait se payer dans les urnes européennes. Cette élection avait installé le parti au premier plan en 2009. Depuis, de nombreuses figures se sont éloignées. Ce scrutin test révélera si les électeurs sont aussi tentés de prendre le large. Voilà, Catel Prigent de l'AFP est avec nous. Bonsoir Catel. Vos questions à Emmanuel Causse, elles sont nombreuses. Alors, est-ce que l'exercice du pouvoir vous a fait perdre vos couleurs, passer un peu plus du rouge, perdre du vert? Je crois pas. J'entends ce qui peut être dit, et notamment c'est vrai qu'avec les débats incessants sur que faites-vous au gouvernement, quand est-ce que vous allez partir, qu'en fait la seule chose qu'on nous pose en général dans les médias, on a un peu tendance à plus parler de nos sujets écolos fondamentaux, et y compris... Et ça, je le reconnais, lors de l'élection présidentielle, on n'a pas mis assez avant ces sujets-là. Moi-même, je l'ai regretté et d'autres dans le parti. Donc, je reconnais aisément ce sujet-là, que nous n'avons pas su, en tout cas en 2012, mettre les questions écolo-environnementales au cœur du sujet politique pour nous, comme on l'avait fait pour les régionales ou pour les européennes avant. Mais après, sur la question du sujet, moi, je regarde ce que font, par exemple, nos parlementaires. Et je veux bien qu'on dise qu'on ne s'occupe pas d'écologie, mais jusqu'à preuve du contraire, qui travaille sur les pesticides, c'est nous, sur l'aménagement du territoire, c'est nous, sur la question de la pollution de l'air, c'est nous, y compris pour échouer sur la question du diesel, mais nous continuerons. Qui met en place... Il y a des parlementaires qui quittent votre groupe, vous avez entendu. Alors, les parlementaires, on en a vu une, là. Écoutez, on va être très clair, on a 17 parlementaires. Isabelle Attard nous a quittés pour Nouvelle Donne, mais reste dans notre groupe parce qu'elle n'a pas non plus d'autres assises. Et par ailleurs, je rappelle qu'elle a été élue dans un accord ELV-PS. Ensuite, Noël Mamère, en effet, a quitté Europe Écologie Les Verts et en même temps est présent à nos côtés dans l'ensemble de notre campagne électorale des européennes. Donc moi, je veux bien qu'on regarde ça à l'aune de ces deux personnes. Sauf que la réalité, c'est que moi, je regarde ce que fait notre groupe parlementaire à l'Assemblée, ce qu'il fait au Sénat. Et jusqu'à preuve du contraire, les grandes réalisations actuellement sont sur des sujets écolos, y compris la commission d'enquête sur le coût du nucléaire. Donc on peut toujours passer notre temps à reprocher aux écologistes de ne pas faire assez d'écologie, mais dans ce cas-là qu'on accepte de donner une tribune pour ne parler que de ces sujets-là. On va en parler. Et c'est bien le sujet. Ce qui est certain néanmoins, c'est qu'aujourd'hui dans la société, il y a une envie de débat. On le voit très bien, y compris dans les municipales. On a besoin de débattre sur la pollution de l'air, sur la question de l'écologie au quotidien, sur comment ça s'alimenter de manière notamment du bio, des aliments moins pollués, sans dépenser l'ensemble de sa fortune. Enfin, c'est des sujets qui reviennent et en effet, on a besoin d'y répondre. C'est effectivement des sujets qui ont un écho dans la population. L'écologie avance au niveau de la société. Comment vous expliquez que ça n'avance pas l'écologie politique? C'est-à-dire que vous, en tant que groupe politique, au final, ça continue à bloquer. En tout cas, je pense que c'est vrai qu'on n'arrive pas à être, en tout cas dans certaines élections, notamment la dernière présidentielle, à être au niveau de là où, à mon avis, on pèse, y compris dans les villes.
Et c'est pour ça que les municipales, je vois bien que l'accueil est très différent. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part les questions des modes de scrutin, qui nous enferment objectivement dans un étiage qui ne correspond pas à ce que, à mon avis, nous portons dans la société. C'est pas pour rien que les européennes, depuis le début que les Verts existent, c'est une élection où nous faisons des bons scores. Je ne parle même pas du score de 2009, mais même avant, on nous a toujours fait 10%, 9%, 11%. Donc ce n'est pas anodin dans le paysage politique. Et ensuite, il y a peut-être aussi de notre part une difficulté à construire notre vision sur la durée, pour plusieurs raisons. D'une part, on est un petit parti qui a moins d'expérience que des partis qui existent depuis bien plus longtemps que nous. Et aussi, je pense, un exercice du pouvoir et des responsabilités qui est aussi moins long que d'autres partis. Mais en même temps, nous travaillons là-dessus, nous progressons beaucoup. Et je pense aussi, ce qui est difficile pour les écologistes, c'est que quand vous battez beaucoup, très longtemps sur un sujet, je prends la pollution de l'air. La question de la pollution de l'air, aujourd'hui, dans une ville comme Paris, n'importe qui reconnaît qu'il y a un problème avec la pollution de l'air. Ça fait 25 ans. Là, en ce moment, on est en pleine alerte particules fines. Vous êtes en pleine alerte, pourquoi? Parce que depuis des années, vous avez eu à un moment des écologistes qui ont créé Airparif, qui ont trouvé les subventions, qui ont créé une loi qui met en place les alertes, qui ont mis en système une transparence. Mais ça ne nous protège pas plus, là, aujourd'hui. Non, mais pourquoi je vous explique ça? Ce que je vais vous dire, c'est qu'on est aussi, nous, sur des combats, ça fait 25 ans qu'on est là-dessus. Et c'est aussi très dur, quand vous êtes sur des combats de la sorte, sur une très longue durée, d'arriver ensuite à être reconnu pour ça. Et aujourd'hui, vous avez raison que sur la pollution de l'air, il faut que maintenant, on arrive et que le gouvernement et les villes aient véritablement des propositions pour permettre de réduire le trafic automobile dans ces épisodes-là de pollution très forte. Vous parliez de votre jeunesse dans l'exercice du pouvoir. Est-ce que justement, votre partenariat avec le PS ne vous efface pas? Est-ce que le PS ne vous cornérise pas? Par exemple, lorsque on parle de taxes, voilà, vous passez pour des taxeurs quand même, les écologistes, à chaque fois. Et le PS s'arrange toujours pour que le message écolo passe derrière et redevienne une tactique politique. Vous avez raison si vous faites allusion à l'épisode sur le diesel. Même pas tant la taxe carbone, mais l'histoire du diesel avec le débat sur la loi de finances 2014 l'an passé, où il est certain que Cazeneuve a été bien plus malin que nous. Sauf que nous, on ne désarme pas. Et la question, c'est que moi, je veux bien que le gouvernement continue dans son aveuglement sur la question du diesel en disant on n'y touche pas parce que beaucoup de Français ont un véhicule diesel. Sauf que le jour où le gouvernement sera poursuivi par ces mêmes Français parce qu'ils ne supporteront plus les coûts de dépenses liés à leur maladie respiratoire à cause du diesel, d'un seul coup, on aura un gouvernement qui sera obligé d'agir en urgence. Donc nous, on ne désarme pas. On apprend aussi de nos erreurs et je sais que l'année prochaine, on fera autrement. Vous confirmez, oui, vous voulez une présence à Bercy, donc. Hein. Non, mais c'est un sujet fondamental. Faire la transition écologique et énergétique, vous la faites en changeant aussi les leviers fiscaux et les leviers économiques. Et en plus, je pense que la société est d'accord avec ça. Simplement, il ne faut pas lui imposer. Le problème sur le diesel, c'est qu'il ne s'agit pas de dire on coupe tout de suite la niche fiscale sur le diesel et demain vous payerez le diesel au même prix que l'essence, enfin que le samplon 95. On ne peut pas dire ça à des gens qui à un moment ont fait un choix économique. Par contre, on peut leur dire d'ici 10 ans, on va totalement réduire parce qu'il faut absolument sortir de cette incitation qui est grave pour notre santé. On va vous aider soit à changer de véhicule, soit à l'utiliser moins, soit à être aidé sur vos déplacements. Et c'est ça le sujet. C'est comment vous donner pratiquement à nos citoyens des solutions pour sortir de cette situation. Ils sont en otage. Alors vous dites, vous ne désarmez pas. Effectivement, il y a la loi de la transition énergétique qui approche. Vous aviez dit que ça pouvait être un motif de rupture et de sortie du gouvernement. Ça l'est toujours. Bien sûr. Vous attendez quoi exactement? Et quels sont les motifs qui vous feraient sortir du gouvernement? On attend une loi ambitieuse qui acte un changement dans notre modèle énergétique et qui soit vraiment un tournant de la France sur la question énergétique. Ça passe par une réduction de la part du nucléaire. Et en ça, c'est l'engagement présidentiel de passer 75% à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique. Ça passe par un plan de financement et de développement des énergies renouvelables avec une aide véritablement à la filière, aux entreprises des énergies renouvelables. Et donc, ça exige aussi des investissements importants. Et enfin, ça passe par des mesures sur la question de l'efficacité énergétique et de la baisse de consommation. Et aujourd'hui, il y a un sujet majeur, c'est les économies que nous pouvons faire en rénovant les logements et les bâtiments publics. C'est un enjeu majeur. Il y a aussi des sujets sur la question des transports et tout ça. Et sur le nucléaire, c'est quand même le point très important. Sur le nucléaire, est-ce que l'atome a encore un avenir pour vous ?
Oui ou non? Non. Non, Moi, mais Arnaud Montebourg dit le contraire. Oui, et puis vous avez remarqué que le gouvernement se transforme en VRP. Il y a plus de 70 réacteurs qui sont en construction dans le monde. Est-ce que la France peut ne pas participer à ces contrats? Vous savez, la France vient de vendre 2 EPR à la Grande-Bretagne, sauf que pour que la France arrive, enfin Areva arrive à vendre ces 2 EPR, il a fallu qu'elle assure un tarif d'achat de l'électricité à 110 € quand l'éolien en Grande-Bretagne est à 49 €. Donc ça veut dire, c'est ça la vérité sur le nucléaire. La vérité sur le nucléaire, c'est que 3 ans après Fukushima, on voit bien que personne dans le monde n'est capable de répondre à une catastrophe nucléaire sur comment est-ce qu'on peut réparer, arrêter, décontaminer. Malgré les investissements supplémentaires d'EDF, 10 milliards de plus pour la sûreté. Mais beaucoup plus. EDF, aujourd'hui, on est à 55 milliards d'investissements pour faire ce qu'ils appellent le grand carénage, sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que ce serait plutôt 300 milliards qu'il faudrait mettre. Et par ailleurs, on peut parler aussi de Flamanville, le fabuleux EPR de Flamanville, toujours pas fini de construire, un budget qui a triplé, et un EPR où il y a des malfaçons en pagaille. Ce n'est pas les écologistes antinucléaires qui vous disent ça, c'est l'autorité de sûreté du nucléaire. La question, c'est que nous ne sommes pas non plus des gens complètement farfelus. Nous sommes opposés au nucléaire du fait des dangers que représente le nucléaire pour notre population et la planète. Mais nous savons bien qu'on ne va pas fermer l'ensemble des centrales du jour au lendemain. La question, c'est comment vous engagez le pays vers une sortie du nucléaire en actant des fermetures, notamment des centrales les plus fragiles, et comment vous amenez une reconversion, y compris des personnes qui travaillent dans le nucléaire. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est aussi un travail sur l'énergie renouvelable, et là-dessus, nous sommes très sérieux. Et c'est possible. Sur la fermeture, on a l'impression que Fessenheim, on vous a promis une fermeture qui a l'air quand même de ne pas venir, qui ne viendra pas. Si, elle viendra, et elle sera actée, elle sera faite. Qu'elle crée, à Fessenheim notamment, une opposition très forte, y compris de salariés, qui, et moi je le reconnais, ont un travail très exigeant, très compliqué. En plus, il faut comprendre le stress que connaissent les salariés du nucléaire, qui vivent dans une question de sûreté très difficile, mais elle sera arrêtée, Fessenheim. La question, c'est pas Fessenheim. Moi, je vais vous dire, le vrai sujet, c'est les autres centrales derrière. Et c'est pas 2016. C'est qu'est-ce qu'on fait d'ici 2025, qu'est-ce qu'on fait pour un ensemble de centrales dont aujourd'hui l'autorité de sûreté du nucléaire nous dit, si vous devez les prolonger, il va falloir faire tant de milliards de travaux dessus. Est-ce que c'est ça l'intérêt de la France? Est-ce que c'est ça où l'argent public doit être utilisé? Ou est-ce qu'on doit décider qu'y compris EDF s'engage beaucoup plus fortement sur les marchés des énergies renouvelables et gagne des parts de marché sur le sujet? C'est vrai que le patron d'EDF est le vrai ministre de l'écologie ou de... Non, j'ai entendu cette phrase par une ancienne ministre de l'écologie, mais objectivement, je pense que Philippe Martin décide, avec Jean-Marc Ayrault, de ces choses qu'il a à faire. Est-ce que pour être plus audible, justement, et reprendre de la couleur verte, il faudrait que vous ayez le ministère de l'écologie? Ce qui est certain, c'est que le fait de ne pas l'avoir, moi je pense que nous handicape, y compris sur un grand nombre de sujets, qui sont notamment les questions de pollution de l'air mais de l'eau, la question de la biodiversité. Et plus généralement, mais je dis ça, je ne sais pas pour quelles raisons ils ont fait ces choix-là, nous avons eu plusieurs ministres à ce poste-là ces 18 mois derniers, qui ont fait le choix d'être quand même très timides dans la médiatisation. C'était réjoui que pour une fois, les écologistes n'aient pas l'écologie Moi, je ne faisais s'exercer dans d'autres ministères. Autant je comprends le pari, nous l'avons fait aussi dans les régions, d'avoir des vice-présidences sur des sujets autres que les sujets classiques et fondamentaux de l'écologie et de l'environnement. Autant, moi, je pense qu'au niveau national, être à la tête de ce ministère est fondamental. Donc on va surveiller de très près, évidemment, votre vote sur ce texte de transition énergétique. Mais le gouvernement, et Jean-Marc Ayrault particulièrement, vous attend sur un autre texte, c'est celui du pacte de responsabilité. Il fait une condition, évidemment, du maintien de la majorité dans le gouvernement. Allez-vous voter le pacte? Comme vous le savez, il n'y aura pas de texte sur le pacte. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de dire tout et n'importe quoi. Il y aura un texte qui sera voté au mois d'avril. Non, il n'y aura pas de texte sur le pacte. Il y aura un vote de confiance à l'issue d'un débat de politique générale sur... Encore plus fort. Oui, donc là, ça vous lie par avance, pensez-vous? Objectivement, ce n'est pas la même chose. Oui. Je veux dire par là que le pacte, il faut dire les choses très franchement, quoi qu'on en pense, le pacte de responsabilité ne va pas se traduire par un texte de loi. Il va au mieux se traduire en partie par des dispositions dans la loi de finances à venir et en partie dans des accords de branche. Donc on fait un débat sur la question de savoir qui va voter, y compris ce que les communistes vont le voter ou tout ça, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de texte. L'autre sujet, c'est la confiance. Et moi, il me semble qu'en effet, quand on est dans une majorité, on vote la confiance. Après, je pense aussi que Jean-Marc Ayrault va aussi y mettre l'ensemble des projets qu'il a annoncés pour l'année à venir, la décentralisation, la fin de vie, les questions de la transition énergétique et d'autres sujets.
Donc il y a ça, et puis après il y a tout le débat sur la finance 2015, avec un sujet important qui est quand même notre relation avec la Commission européenne. Donc vous serez au rendez-vous de la confiance, vous pouvez l'annoncer au Premier cas, ministre. Ce n'est pas moi qui vais le dire, vous savez, il n'y a pas de mandat impératif dans mon parti, donc non, mais je le dis très franchement, c'est nos députés qui décideront dans leur groupe parlementaire, et même les sénateurs n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Un dernier mot, Catel. Oui, vous parliez des municipales. Il y en a un qui a compris qu'il y avait un problème de couleur. Effectivement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui essaie de récupérer... Ah, vous avez remarqué, vous aussi. Alors, une alliance avec le PG Écoutez, j'écoute avec amusement et en même temps sympathie les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, mais la réalité, c'est laquelle? Les écologistes font des choix locaux sur les élections municipales. Dans beaucoup d'endroits, on est en autonomie. Dans beaucoup d'endroits, on est avec le Parti socialiste. Et dans quelques endroits, on est avec le Parti de gauche, pour des raisons locales. À Grenoble notamment, à Rennes notamment, ou à Lorient avec le Front de gauche, y compris avec le Parti communiste. C'est des sujets locaux où on a choisi de faire ensemble pour une municipalité. Mais il faut aussi être très clair, c'est pas la base, c'est pas là-dessus que construit des alliances politiques sur un sujet national. Merci Catel Prigent. Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive maintenant pour parler de vous, avec vous. D'abord l'enquête sur votre itinéraire militant avec Julien Cholin. 30 novembre 2013, Emmanuel Cos succède à Cécile Duflot à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Même style, même décontraction, même manière de s'adresser aux militants, même sourire aussi. Et pourtant, deux parcours bien différents. Emmanuel Cos fait ses armes dans le milieu associatif. Elle s'engage contre le sida au sein d'ACT UP. En 1999, elle prend les rênes de l'association. C'est donc une femme qui a été élue à sa tête, une femme hétérosexuelle et séronégative. Un combat pour la vie dans une organisation réputée intransigeante. Il n'y a pas vraiment de changement parce que justement je participais déjà à l'association depuis pas mal de temps, donc c'est plutôt une continuité dans la radicalité, dans un combat de fond en même temps, dans une décision de méthode un peu radicale et un peu violente. S'ensuit une carrière de journaliste au magazine Têtu d'abord, puis comme rédactrice en chef de la revue Regard. Ses confrères se souviennent d'une femme ancrée à gauche, mais pas particulièrement écologiste. Quand elle était ici, elle n'était pas à fond pour Europe Écologie Les Verts. Et comme elle n'était pas à fond pour le Front de gauche, elle était à fond pour qu'il y ait un point de vue de gauche qui prévale dans la politique. En 2010, Cécile Duflot lui offre une place sur sa liste au régional. Emmanuel Cos accepte le défi et prend sa carte aux écolos. Elle va là où ça bouge, là où on lui propose de faire des choses. Le Front de gauche ne lui a pas proposé d'être sur sa liste au régional. Europe Écologie Les Verts l'a fait, elle y est allée et elle a fait sa place. Finalement, il n'aura fallu que 4 ans à l'ancienne d'ACT UP pour prendre la tête des écologistes. Au sein du parti, certains la décrivent surdelle et ambitieuse. Caroline Beccari siège à ses côtés au conseil régional. Quand on est à la tête d'un parti, on doit être à même à la fois d'avoir de l'empathie pour chacun des membres de ce parti, de manière à pouvoir rassembler et faire consensus autour de soi. Donc si en effet on est dans une position qui à certains moments peut être perçue comme étant dure ou cassante, ce n'est, me semble-t-il, pas une bonne manière de pouvoir mener un parti politique. Déterminée et pragmatique, ambitieuse voire autoritaire pour certains, reste à voir si dans les prochains chapitres, Emma Cos rejoindra sa prédécesseur dans les plus hautes sphères de l'État. Emma Cos, donc, puisqu'on vous appelle comme ça, entre militants. Et certains sont un peu sévères, certains de vos proches, là. On va en parler, alors. C'est pas vraiment des proches, par ailleurs. Pas vraiment des proches. Non. Bon, alors, Perrine. Non, mais tout de suite un peu de distance. Bonsoir, Emmanuel Cos, Emma Cos. Déjà, sur la comparaison avec Cécile Duflot, c'est vrai que dans tous les portraits qui sont sortis sur vous après votre élection à la tête des Verts, il y avait toujours cette comparaison qui revenait avec Cécile Duflot. Vous la comprenez? Elle vous étonne? Elle vous énerve? Je la trouve assez inutile. Enfin, c'est juste parce qu'on est brune et qu'on a les cheveux longs. Non, mais je le dis sincèrement parce que je trouve ça un peu facile et un peu idiot. Surtout qu'on a voulu parler de proximité. Réducteur par rapport au fait que vous êtes dans un parti politique et que voilà, vous faites des choses ensemble. Et c'est pour ça. Une femme brune succède à une autre femme brune. Oui, il y a eu un homme entre-temps qui s'appelait quand même Pascal Durand. Non, mais il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Qu'en plus, moi, Cécile, je l'ai connue pendant les régionales. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant, y compris dans ma vie militante, alors que je connaissais plein de Verts depuis très très longtemps. Donc je le dis avec beaucoup de facilité. Et ensuite, je suis toujours un peu étonnée que quand on parle des femmes qui s'investissent en politique, c'est toujours sur à qui elles ressemblent et d'où elles viennent et c'est qui son entourage. Je le dis parce qu'on fait peu ça des hommes qui arrivent, y compris, je pense, Karim Désir, on n'a pas regardé s'il ressemblait à sa prédécesseur ou pas. Mais vous l'avez pas attendu en plus, Cécile Duflot, pour vous engager en politique et surtout dans les associations. On l'a dit dans le reportage, ça fait 20 ans que vous militez. Donc
Vous avez presque une longueur d'avance en fait sur elle. Vous avez commencé à militer, elle n'était pas engagée. J'ai pas du tout le même parcours. C'est vrai que moi, je me suis engagée très jeune, j'avais 17 ans, à ACT UP, qui était une association de lutte contre le sida, en 1992. Dans une période où quand même on mourait du sida, où il n'y avait qu'une seule molécule sur le marché, il faut repenser à ça et c'est important de le dire pour des gens qui en fait, n'étaient pas nés tout simplement à l'époque. Et dans une période où on parlait très peu de ces questions de santé, on avait beaucoup de discrimination, où y compris dans la communauté homosexuelle, la discrimination était très forte. Il n'y avait pas de contrat d'union sociale. On ne parlait pas de ces sujets-là dans les médias. Il y avait beaucoup de discrimination avec des gens qui se retrouvaient à la rue. C'était ça quand même l'histoire des années 90. Et c'est pas anodin. Il y avait ACT UP, mais il y avait en même temps le mouvement sur les sans-droits, la question des sans-logis, avec notamment la création du DAL, qui était une période quand même sociale très forte. Et c'est vrai que je me suis engagée là-dedans dans les années 90, en parallèle de mes études, et que je m'y suis retrouvée un jour présidente parce que les choses se sont faites comme ça. Mais c'était un engagement, en plus, absolument vital pour moi. Et l'engagement en politique, il était naturel derrière tout ça? Il n'était pas si simple. Pour tout vous dire, quand j'étais ACT UP, avec beaucoup de camarades d'ACT UP, nous, on a toujours pensé que pour peser, pour pouvoir avoir des avancées législatives, pour améliorer la question des droits, il fallait qu'on essaie de rentrer dans des postes à responsabilité, y compris d'avoir des connexions avec les partis politiques, voire de se présenter à des élections. Nous, on voulait se présenter à la présidentielle de 95, aux législatives de 97. Enfin, on avait théorisé ces choses-là. Après, c'était impossible à faire pour des raisons, y compris techniques, parce que ça ne s'invente pas d'être un parti politique ou tout ça. Mais en même temps, pendant très longtemps, je n'ai pas eu envie d'être dans un parti politique. J'avais des amis qui y étaient, y compris des amis qui étaient chez les Verts. Et je regardais ça avec intérêt. En même temps, ce n'était pas ce à quoi j'aspirais à l'époque. Mais j'ai toujours regardé ça aussi avec intérêt. Pas avec envie, mais avec intérêt. Parce qu'il me semble que dans les partis politiques, dans les gens qui s'engagent, il y a quand même des gens qui veulent faire avancer les choses et qui sont là aussi pour répondre aux besoins de la société. Certains disent que vous avez renié votre engagement militant pour une ambition politique, pour le pouvoir politique. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vraiment pas. Pour vous dire les choses, quand s'est créé Europe Écologie, au même moment se crée le Front de gauche. Il y a une recomposition de l'ensemble de cette gauche. Et c'est vrai que vous avez hésité entre les deux formations? Non, j'ai pas hésité. Moi, j'étais à l'époque rédactrice en chef de Regard, qui est un journal fait par les communistes refondateurs, antilibéral, qui revenait l'expérience des comités antilibéraux suite au débat sur le TCE, le traité européen. Je regardais ça avec intérêt. J'étais depuis très longtemps dans le milieu associatif, dans des mobilisations. Et à un moment, vous vous dites aussi, est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose autrement? Et d'ailleurs, Caroline Mécari, qu'on voit dans le sujet, elle a aussi cette réflexion-là quand elle arrive au régional en même temps que moi. Elle est avocate, elle était très engagée dans les combats pour les homosexuels. Et elle se dit, est-ce que je ne dois pas aussi agir autrement? Parce qu'à un moment, vous pouvez aussi avoir envie d'agir autrement. Et pour tout vous dire, moi, j'ai regardé avec intérêt ce qui se passait dans cette gauche. Je regardais d'un point de vue journalistique, mais aussi d'un point de vue personnel. Et puis, il y a eu les européennes de 2009 pour Europe Écologie, avec une volonté réelle, et pas simplement faite de mots, de s'ouvrir et de réunir les écologistes. Moi, j'ai toujours voté écolo. Je me suis toujours senti très proche. Donc vous avez cette fibre environnementale, contrairement à ce que pouvait dire peut-être la directrice de Regard dans le sujet qu'on vient de voir. Que disait Catherine, mais c'est aussi parce que c'était pas vraiment le sujet de mes fonctions à Regard. Mais j'ai toujours été engagée sur ce sujet-là, j'ai toujours voté écolo, mais en même temps, à un moment, je ne savais pas si c'était intéressant ou pas d'aller dans un parti. Il s'est passé les européennes, et moi, je me rappelle avoir des discussions avec Yannick Jadot notamment, mais aussi avec Christophe Nadjowski, qui est notre candidat aujourd'hui à Paris, qui me disait, mais que je connaissais, qui disait mais viens, c'est intéressant, il y a de quoi faire, c'est un parti où on peut faire des choses, on peut faire sa place. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'histoire. Vous avez fait si bien qu'en 4 ans, pouf, à la tête des Verts. En 4 ans. Vous avez l'impression d'avoir réussi une performance? Non, mais en plus, je vais vous dire sincèrement, je me vis pas comme ça et je vis pas cette histoire comme ça. Non, mais vous comprenez qu'on puisse vous taxer d'ambitieuse. Je comprends, mais comme... Ça fait un peu rouleau compresseur en 4 ans, pouf, en même temps, je vais vous dire un truc. C'est pas le fruit du hasard. On a parlé du hasard au début de cette émission. Non, mais moi, je sais que je travaille, je suis engagée et je crois beaucoup à mon engagement, mais en même temps, sincèrement, en fait, c'est vraiment pas mon ambition. Autant, je vais vous dire les choses. Quand j'étais ACT UP... C'est quoi votre ambition alors? Mais juste pour finir ma phrase, quand j'étais ACT UP, j'étais très ambitieuse pour vraiment avoir des gains sur la question du sida. Quand je suis devenue vice-présidente en charge du logement à la région Île-de-France, c'est vrai que mon ambition a été de me dire mon mandat doit être utile. Je dois arriver à aider au mieux la construction des logements sociaux et sortir les gens des marchands de sommeil sur l'Île-de-France, avec mes moyens. Je dois développer ça. Donc de l'ambition, j'en ai... L'ambition au service de vos causes. Et là, aujourd'hui, comment mieux servir vos causes demain? Alors, avec votre ambition, c'est quoi? Moi, mon ambition aujourd'hui, c'est de porter mon parti et objectivement, je vous dire qu'on réussisse les échéances électorales
et qu'on réussisse aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, notamment à mieux porter nos fondamentaux et nos idées, et notamment sur les questions environnementales et sur les questions écolo. Je le dis parce que c'est ça l'idée. Quand vous êtes écolo, et quand vous vivez dans cette dimension-là, c'est pas toujours évident, parce qu'on est aussi beaucoup raillé, beaucoup moqué, qu'on a aussi un parti qui donne une image de lui qui n'est pas toujours la meilleure, objectivement. Alors justement, il va falloir rechercher le consensus à tout prix à la tête des Verts. Non, c'est pas le consensus. La question, c'est que c'est d'une part l'action. Et je pense que ça, c'est très important pour un parti, de ne pas être que dans le commentaire, mais d'être dans l'action, et ensuite de gagner. Moi, je ne cache pas les choses. On a échoué sur notre élection présidentielle. Quand vous êtes militant politique, que vous échouez l'élection présidentielle, nous, avec un score qui est faible, ou le PS qui rate l'élection de 2001, vous le savez très bien, c'est très dur de se remettre en question, de repartir, de reconstruire des choses. Mais moi, je crois beaucoup à l'écologie et j'ai envie que ça avance. J'ai envie que ça avance dans mon parti, j'ai envie que ça avance dans la société, j'ai envie que ça avance dans l'ensemble des partis par ailleurs. Parce que ça serait moins dur de convaincre les autres s'il y avait plus d'écologistes dans l'ensemble des partis. Oui, mais gagner comment? Parce qu'on voit bien, et Catel Prigent vous a posé la question tout à l'heure, le message d'Europe Écologie est un petit peu brouillé aujourd'hui, notamment vis-à-vis non seulement de vos électeurs, mais également des militants verts sur le terrain, qui sont perturbés par votre participation au gouvernement. Écoutez, la réalité, quand vous regardez notamment des enquêtes faites auprès de nos électeurs, c'est qu'ils ne sont pas du tout perturbés. Vous avez 75% de nos électeurs aujourd'hui sont pour la participation au gouvernement. La question qu'ils veulent comprendre... À quel prix? Ils veulent comprendre surtout pourquoi est-ce qu'on y est et sur quel sujet on se bat. Et là où vous avez raison, c'est qu'avoir une cohérence dans la parole politique, constamment faire de la pédagogie sur nos sujets, ne pas se laisser enfermer sur des mots comme la taxe, mais expliquer pourquoi on veut avancer, c'est ça mon ambition. Et l'ambition, c'est aussi qu'on arrive à prendre le pas de grands combats écolos. Est-ce qu'il faut faire preuve de dureté, on l'a entendu là, un témoignage, et d'autoritarisme quand on dirige un parti? Non, il faut prendre des décisions, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est ça le sujet. Vous savez trancher. Je sais trancher, je sais prendre les décisions, et pas toute seule. Je sais les prendre avec les instances de mon parti quand on doit les prendre. Mais le pire pour un parti, c'est de dire je ne sais pas si je suis à gauche, si je suis à droite ou si je suis au milieu. C'est ça le sujet. Après, moi je vous le dis, c'est vrai que je suis relativement... je ne dissimule pas les choses, je dis aussi les choses franchement. Vous êtes cash. C'est pas être cash, c'est simplement qu'à un moment, je pense qu'il vaut mieux, non mais je ne le crois pas, il vaut mieux dire les choses, y compris soulever les malentendus, y compris avec des gens partenaires ou des gens avec qui vous avez des conflits, pour avancer. Et on peut faire ça en étant dans la douceur et dans l'explication et dans le dialogue. Parce que moi, c'est vrai que je n'aime pas les faux-semblants, je n'aime pas l'hypocrisie, et en plus, je pense que c'est du temps perdu. Et ça, c'est aussi ce que j'ai vécu avec Act Up, c'est que j'ai aussi appris, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand vous avez des camarades qui sont malades et qui en même temps sont engagés, ben vous apprenez aussi à aller plus vite sur les choses et aller à l'essentiel. Et c'est aussi important en politique. Juste pour finir, Emmanuel Cos, on était très présents au Salon de l'Agriculture, on a entendu le gouvernement parler beaucoup des OGM de seconde génération que le gouvernement souhaite développer. Est-ce que... Écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses au Salon de l'Agriculture. J'ai aussi entendu beaucoup de choses sur la défaillance. Sur les OGM de seconde génération. Non, mais les OGM, je pense que c'est un débat, c'est pas un bon débat aujourd'hui. Je sais qu'il y a des volontés de le réouvrir. J'ai encore vu des gens le réouvrir sur la question de la recherche. J'ai aussi vu beaucoup de gens qui étaient très engagés contre le Salon de l'Agriculture et qui aujourd'hui soulèvent la question de savoir quelle est la survie du modèle agricole français, y compris la discussion. Vous, non, il n'y a pas d'avenir pour des OGM de seconde génération. Je ne crois pas. Comme nous le disait Didier Guillaume. Ou même Stéphane Le Foll qui cite beaucoup le riz doré. Oui, le riz doré. Moi, j'en ai longuement discuté avec José Bové, et je pense, et je crois qu'il a raison, qu'en fait, c'est une farce, cette histoire de riz doré. Mais alors, quand même, vous avez dirigé Act Up, effectivement, et on se souvient des pressions spectaculaires, des coups d'éclat contre les laboratoires pharmaceutiques. Sur le Sénat aussi. Sur le Sénat. Vous croyez au progrès de la science? Je crois absolument au progrès. Pour sauver les hommes. Oui. Pour les nourrir demain. Vous savez, même sur l'histoire des médicaments, c'est pas la science pour la science. Et le problème dans ce débat sur les OGM, comme sur d'autres sujets, c'est qu'on ne dit jamais quels sont les effets des recherches qui sont entreprises. Merci d'avoir été avec nous, Emmanuel Cos. Merci. Merci, Perrine. Merci. La semaine prochaine, Pierre Laurent, qui occupe la même fonction que vous, mais au Parti communiste français, sera notre invité. Bonsoir et à très vite.